Je voulais juste vous montrer ce petit schéma, donc je peux le faire circuler. C'est le processus de socialisation qui montre comment on est, vous voyez, ici vous avez l'individu, l'acteur, la personne sociale, et puis vous avez la société et le système. Et là, on vous dit quels sont les objectifs de la socialisation, transmission de normes, de valeurs et de représentation collective, quels sont les supports, cellules familiales, structure éducative, groupe de camarades, système productif, le système, l'économie, n'oubliez pas. Ensuite, les mécanismes, apprentissage et intériorisation. Il n'y a rien d'autre. Vous apprenez, vous ingurgitez, vous avalez, vous digérez et vous reproduisez. Ensuite, les résultats, normalisation et, dans certains cas, déviance. Ça veut dire que si c'est trop difficile à ingurgiter, que vous vous rebellez, etc., eh bien, on vous met. Problématique sociologique associée, déterminisme et conditionnement. Ça veut dire, quand on parle de déterminisme, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme si on était, voilà, on est sous l'impulsion d'une forme de, je ne sais pas, je ne vais pas appeler ça de malédiction, mais c'est une sorte de fait, de lourdeur qui fait que vous ne pouvez pas échapper à votre condition. Vous êtes né esclave, vous allez mourir esclave. Vous ne pouvez pas grimper, alors que ce qu'on fait, on laisse entrevoir aux gens, c'est que oui, vous partez de zéro, mais si vous travaillez bien, vous allez monter dans l'échelle sociale. Et ce que vous observez, au contraire, c'est que, eh bien, comme disait notre fameux chanteur Mona, qui était très visionnaire, et puis qui comprenait le sens des rapports de domination. Voilà. Vous êtes né... voilà, sans rien, vous allez crever aussi du fait ça. C'est un peu ce qu'il nous disait. Donc ce petit schéma-là traduit un peu ce qu'on a vu dans la socialisation. Alors, je vous ai dit que l'opinion, puisqu'il faut qu'on s'intéresse au système de pensée. Comment nous pensons? Qu'est-ce qui nous rapproche? Avons-nous quelque chose en commun? Est-ce que nous sommes... Ce que nous avons en commun, c'est ce que la colonisation française a déposé dans nos petites têtes et qui fait que bon, nous avons des croyances plus ou moins mal papaye, comme on dit chez nous, ou bien qui nous rendent totalement ridicules aux yeux de tout le monde, mais nous n'avons pas la conscience d'être ridicules. Et c'est ça le drame qu'on vit. Quand je dis ridicule, aucun pays au monde n'est détaché de ses valeurs, de son système et de la volonté de dire au monde j'existe et voilà, j'ai apporté ma pierre à l'édifice, ceci, c'est ça. Non, nous on est là et le monde entier est persuadé que les Noirs sont décidément des handicapés du cerveau, des mains, des pieds, sauf qu'ils ont fait l'esclavage, ils ont nourri depuis l'esclavage arabo-musulman, depuis là, la traite transatlantique, ils ont nourri le monde entier de leur labeur. Les petits qu'on voit d'ailleurs encore dans les mines, qui au lieu de jouer, d'aller à l'école, parce que le destin d'un enfant, c'est de jouer et puis d'apprendre, de comprendre, d'acquérir des connaissances, et bien non, nos petits sont en train de chercher, je ne sais quoi, des diamants, des trucs, et puis qu'ils apportent comme ça sur leur petite tête, qui se déforment, etc., pour nourrir l'industrie occidentale qui n'en a rien à cirer. C'est des nègres. Comme on a pris la précaution en amont de nous mettre dans la catégorie des infra-humains, il n'y a personne qui s'inquiète quand vous disparaissez, quand vous crevez, que vous mourrez plus. Même dans les hôpitaux des pays civilisés, les nègres meurent plus que personne. Plus que partout. Pourquoi? Parce que les choses sont faites comme ça. Je voulais vous parler des laboratoires, des cliniques d'avortement que les Américains ont mis en place depuis longtemps. Il y a 2 millions, ils avortent 2 500 000 femmes noires chaque année. Barack Obama avait la mission d'installer ces cliniques d'avortement en Afrique. Il en a installé plus d'une centaine et donc aujourd'hui on dit aux femmes noires, vous faites trop d'enfants, c'est à cause de vous que l'Afrique est rétrograde. Et aujourd'hui, ils ont trouvé un autre système puisque les femmes noires... il y en a qui continuent quand même à faire des enfants, quand même. Elles font des enfants alors qu'on leur dit de ne pas en faire parce que ça nuit à la planète. Que, voilà. Eh bien, elles continuent à en faire et donc on a trouvé un autre système, on les bride. Vous avez fait 2 enfants, toutes les femmes noires aujourd'hui, comme par hasard, elles ont une maladie qui s'appelle que le bassin est étroit ou je ne sais pas, elles doivent faire des césariennes. Toutes les femmes noires
toutes les femmes noires accouchent maintenant par césarienne. Parce que le système a trouvé que, en les obligeant, en les empêchant d'accoucher normalement, elles ne pourront pas faire plus de 2 enfants. Voilà le système dans lequel on est. Donc, moi je vous dis, si vous êtes en âge de faire les enfants, allez accoucher dans une baignoire ou je ne sais où, mais si vous voulez 10 enfants, autorisez-vous à les faire. Non, n'allez pas dans les hôpitaux des blancs, je suis désolée de dire ça. Ils nous assassinent de 1000 façons différentes. Bon, ça c'est une chose. Vous avez vu, il y a peut-être qu'on vous enverra les textes, hein, parce qu'il faut les lire par vous-même pour vous imprégner. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous lisiez ce vocabulaire et que vous vous l'appropriez. Donc, je vous ai parlé de comment nous pensons, comment les idées se forment, comment nous sommes en dehors de toutes ces décisions-là. Comment elles s'imposent à nous et comment nous fonctionnons avec le sentiment que nous sommes des quelqu'un, que nous sommes libres et que nous pensons bien, de la bonne façon. Et quand on nous dit que oui, on n'est pas d'accord avec nous, eh bien on va défendre notre beefsteak comme on peut. Parce qu'il y a des beefsteaks qui sont déjà empoisonnés, mais on y tient quand même parce qu'ils ont l'apparence de beefsteak. Alors l'autre chose dont je voulais vous parler, qui va dans le même sens, c'est la question de ce qu'on appelle les faits sociaux, le fait social. Alors ça c'est un sociologue qu'on appelle Durkheim, qui est le fondateur de la sociologie française. Et il a travaillé sur ce qu'on appelle les prénotions, c'est-à-dire toutes les idées préconçues qu'on a sur les choses et qui ne tiennent à rien, mais on s'y accroche, mais surtout ce qu'on appelle les faits sociaux. Le fait social, qu'est-ce que c'est? Donc il y a aussi un texte pour vous, peut-être qu'il va vous arriver. Alors, moi j'avais fait un petit résumé que je vais vous lire. Je vous demande de prêter l'oreille et de chercher à... Si vous butez sur un vocabulaire, il y a aucun souci, je répète, mais l'essentiel c'est que vous compreniez que là aussi, vous naissez dans des sociétés, dans des environnements qui sont déjà organisés. Et ce qu'on vous demande, c'est d'intérioriser, de faire vôtre ce que vous trouvez sur place. Donc vous n'inventez rien là non plus. D'accord? Donc tous les phénomènes qui se passent à l'intérieur de la société et qui présentent un intérêt social, c'est ce qu'on appelle un fait social. Tout ce qui se passe dans la société est fait social, ça veut dire que c'est là qu'on n'a pas inventé et que ça s'impose à nous. Donc c'est pas la peine de se faire des illusions. Il n'y a pas d'événements humains qui ne soient pas sociaux. Parce que l'être humain est social par définition. Tout à l'heure, je vais vous parler un peu des traumatismes qui sont déjà, que l'embryon vit déjà, ou bien les personnes qui souffrent de violence. Vous allez voir que ça, c'est quelque chose qui va nous parler un peu de nos petites destinées personnelles. Vous allez réfléchir, quand maman était enceinte, comment elle faisait, est-ce que papa la tabassait ou la caressait, est-ce qu'elle criait, est-ce qu'elle pleurait, est-ce qu'elle buvait, qu'est-ce qu'elle me disait quand j'étais encore à l'état embryonnaire? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, avec notamment les progrès de la périnatalité, on sait beaucoup de choses. Alors, le fait social est extérieur à l'individu. Le plus souvent, donc je vous parle à la première personne, je remplis des devoirs qui sont définis en dehors de moi et de mes actes, dans le droit et dans les mœurs. Pourquoi il babille aussi fort? Ce n'est pas moi qui les ai faits, je les ai reçus par l'éducation. On est d'accord? L'éducation, c'est la socialisation. Les croyances et les pratiques de sa vie religieuse, le fidèle les a trouvées toutes faites en naissant. C'est bien pour ça qu'on vous baptise. Donc vous n'avez rien inventé. Il était là, il était déjà là. Si elles existaient avant lui, c'est qu'elles existent en dehors de lui. Donc tout ce dans quoi j'entre, qui était là avant moi, que je n'ai pas inventé, ce sont des faits sociaux et ça s'applique à moi sans que j'ai décidé d'accepter ou de ne pas accepter. L'ensemble des phénomènes, peut-être que vous allez voir ici, je vais peut-être monter un peu, si vous pouvez suivre. L'ensemble des phénomènes fonctionne indépendamment des usages que j'en fais. Que je m'en serve en bien ou en mal, ça fonctionne. Parce que ce n'est pas moi le propriétaire. C'est là. Ça s'impose à moi. Donc,
Ces phénomènes existent en dehors des consciences individuelles. Le système de signes dont je me sers pour exprimer ma pensée. Le système de monnaie que j'emploie pour payer mes dettes. Les instruments de crédit que j'utilise dans mes relations commerciales. Les pratiques suivies dans ma profession. Je ne suis pas maître ni maîtresse de tout ça. C'est là et je m'en sers. On me dit, voilà comment ça marche. Quand je veux un compte en banque, on me dit, voilà la carte. Et vous allez là, premier machin, vous faites ci, vous faites ça, et vous pourrez retirer des sous. Ou bien vous pourrez payer. Et moi, on m'a dit, vous prenez un petit sebat, et comme ça, partout où vous allez avec vos livres, ben, il n'y a qu'à enfoncer la petite carte de crédit. Et ben, moi, je n'ai pas inventé ce meuf, hein. C'est là. D'ailleurs, on me pompe des sous dessus. C'est là, mais bon, voilà. Le fait social est contraignant. Ça, c'est intéressant pour nous. Le fait social est contraignant pour l'individu. Vous voyez? Pourquoi on dit qu'il est contraignant? Les types de conduite mentionnés ci-dessus, donc tout ce que je vous ai évoqué là, sont extérieurs à l'individu, mais ils s'imposent à l'individu, qu'il le veuille ou non, du fait qu'ils sont doués d'une puissance impérative et coercitive. Alors on va voir comment. Cette coercition se fait que sentir quand je m'y conforme de mon plein gré. Si je suis d'accord, ça fonctionne. La contrainte s'affirme dès que je tente de résister. Quand je dis je ne suis pas d'accord. Alors là, tout d'un coup, je vois se lever, le lever de bouclier, je vois des gens qui commencent à me regarder bizarrement et à me faire sentir que je ne suis pas tout à fait dans la norme. Donc, qu'ils le veuillent ou non, donc ce sont des faits du fait qu'ils sont doués d'une puissance impérative. Alors, donc, quand j'essaie de résister, c'est là que je sens que ça n'est pas simple. Le doigt s'applique contre moi pour me forcer à me plier aux règles édictées par la société qui veille à la soumission des citoyens à ces lois en exerçant une surveillance constante sur la conduite des citoyens. D'accord? Ce n'est pas parce que la contrainte n'est pas ressentie qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que la contrainte est exercée de manière indirecte qu'elle n'est pas efficace. Que je le veuille ou non, je ne suis pas libre comme je le crois. C'est ça qui est important pour vous de retenir. Après, comment on fonctionne? Dès que vous commencez à dysfonctionner, à faire votre mulet, à dire non, je ne veux pas, je ne peux pas, eh bien, essayez de dire que vous n'envoyez pas votre enfant à l'école. Qu'est-ce qui va se passer? Les gendarmes. Pas seulement gendarmes qu'on vous envoie. Voilà. Ils vont le prendre aussi. Ils vont le prendre, ils vous l'enlèvent. Est considéré comme fait social. Donc, comme fait social. Vous avez vu, tout ce dans quoi on baigne, c'est fait social. Est considéré comme fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure. C'est-à-dire qui me force à agir comme je n'ai pas décidé de faire, mais c'est là. Et la société me fait savoir, avec ses gros yeux, que si je ne me soumets pas, elle va comment on dit ça, pas me punir, mais enfin... Me sanctionner. Me sanctionner, voilà. Cela signifie que l'individu naît de la société et non l'inverse. L'individu naît de la société et non l'inverse. Je vous ai dit que vous n'êtes pas tombé comme une manque-mûre par terre. Avant que, voilà. Il y a un processus qui est là à l'œuvre. Chacun de nous, chacun de nous croit n'obéir qu'à lui-même. Excusez-moi, j'ai fait une grosse erreur. J'ai écrit ça bizarrement. Bon, chacun de nous croit n'obéir qu'à lui-même, d'accord, alors qu'il est le jouet de force collective. J'ai le sentiment d'être libre, alors qu'en réalité, je suis déterminée. Il y a des gens qui ont défini pour moi ma destinée. La conscience collective, c'est-à-dire l'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une société, forme un système déterminé qui a sa propre vie. Donc je peux décider de faire ci, de faire ça, mais ça a sa propre vie, c'est-à-dire ça va s'appliquer à moi. Alors, l'on arrête de croire que l'on est libre, mais savoir qu'on n'est pas libre
aide à le devenir. Voilà pourquoi il faut que nous devenions des animaux intelligents. Pour qu'on ne nous dise pas que, eh bien, en suivant les choses comme elles sont, que on est vraiment libre. J'ai le sentiment que ça. Alors, ça c'est le texte que je vous avais, donc qui fait partie d'une autre, que vous aurez probablement. Et je veux vous lire 2 ou 3 petites choses qui vont vous montrer, vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas libre. D'accord? Le système de monnaie. Par exemple, le système de monnaie que j'emploie pour payer mes dettes, les instruments de crédit, bon, je l'ai déjà dit, comprennent les uns après les autres. Voilà donc des manières d'agir, de penser et de sentir qui présentent cette remarquable propriété qu'elles existent en dehors des consciences individuelles. Alors le fait social est contraignant pour l'individu. Non seulement ces types de conduite ou de pensée sont extérieurs à l'individu, mais ils sont doués d'une puissance impérative et coercitive en vertu de laquelle ils s'imposent à lui, qu'il le veuille ou non. Bon, on l'a un peu dit, sans doute, quand je m'y conforme de mon plein gré, cette coercition ne se fait pas ou se fait peu sentir, étant inutile. Mais elle n'en est pas moins un caractère intrinsèque de ces faits, et la preuve, c'est qu'elle s'affirme dès que je tente de résister. On a dit, d'accord? Si j'essaye de violer les règles du doigt, elles réagissent contre moi, de manière à empêcher mon acte, s'il en est temps, ou à l'annuler et à le rétablir sous sa forme normale, s'il est accompli et réparable, ou à me le faire expier s'il ne peut être réparé autrement. S'agit-il de maximes purement morales? La conscience publique contient tout acte qui les offense par la surveillance qu'elle exerce sur la conduite des citoyens et les peines spéciales dont elle dispose. Dans d'autres cas, la contrainte est moins violente. Elle ne se laisse pas d'exister si je ne me soumets pas aux conventions du monde, si en m'habillant, je ne tiens aucun compte des usages suivis dans mon pays et de ma classe, le rire que je provoque, l'éloignement où l'on me tient, produisent, quoique d'une manière plus atténuée, les mêmes effets qu'une peine proprement dite. Ailleurs, la contrainte, pour n'être qu'indirecte, n'en est pas moins efficace. Je ne suis pas obligé de parler français avec mes compatriotes, ni d'employer les monnaies légales. Mais il est impossible que je fasse autrement. Je ne suis pas libre de Dieu, je ne veux pas le franc français. Là même, je ne veux pas le franc CFA. Bon, si j'essayais d'échapper à cette nécessité, ma tentative échouait misérablement. Industriel, rien ne m'interdit de travailler avec des procédés et des méthodes de l'autre siècle. Mais si je le fais, je me ruinerai à coup sûr, alors même que, en fait, je puis m'affranchir de ces règles et les violer avec succès. Ce n'est jamais sans être obligé de lutter contre elles. Quand même, elles sont finalement vaincues, elles font suffisamment sentir leur puissance, contraignant par la résistance qu'elles opposent. Il n'y a pas de novateur, même heureux, dont les entreprises ne viennent se heurter à des oppositions de ce genre. Voilà donc un ordre de fait qui présente qui présente des caractères très spéciaux. Il consiste en des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu et qui sont doués d'un pouvoir de coercition en vertu duquel il s'impose à lui. D'accord? Toutes ces manières, toutes ces choses qui nous traversent ne sont pas des choses que nous pouvons, entre lesquelles nous avons le choix. Elles s'imposent à nous, et si
on a l'impression qu'on est libre et qu'on peut ne pas, on peut ou ne pas, eh bien elle s'impose parce qu'il y a la force du doigt. C'est comme quand, si vous ne payez pas votre pension alimentaire ou je ne sais quoi, eh bien vous avez des gendarmes ou des huissiers qui viennent frapper à la porte et qui vous emmènent ou qui vous disent si vous ne payez pas, voilà, vous serez, etc. Vous avez un système qui est hyper, d'abord, qui surveille, mais qui est hyper, comment on dit ça quand on est puni? Il est punitif? Non. Coercitif. Il est là, il vous surveille tout le temps. Mais là où, c'est ça qui est intéressant quand on travaille sur ces notions ou ces concepts en sociologie, c'est que bon, il y aurait eu à vous présenter un petit, si vous avez le temps, l'occasion de le lire, lisez-le, il s'appelle Norbert Elias. C'était l'un des plus grands sociologues français qui a vécu à la fin du 19e, qui n'a pas fait carrière parce qu'il était juif. C'était l'époque où la France était anti-juive. Aujourd'hui, je vois qu'elle a mis beaucoup de jupons campants. Elle a mis beaucoup de jupons campants. À l'époque, bon, il ne fallait pas être juif, mais aujourd'hui, il faut être juif. Bon, bref. Il y a donc Norbert Elias qui a fait un travail sur la civilisation des mœurs. C'est ça le titre de son livre. C'est très intéressant parce qu'il vous apprend comment on a civilisé les mœurs. Couper, rogner l'agressivité, faire que les gens, petit à petit, adhèrent d'eux-mêmes aux contraintes que la société leur impose pour que ça n'apparaisse pas comme un effort ou comme quelque chose mais vraiment d'extérieur qui vient les aplatir. Non, au contraire, on dit, et on élève les enfants dans ce sens-là. Pour qu'ils soient, je peux faire quelque chose? Non. Pour qu'ils soient donc, si vous voulez, c'est comme l'esclave aussi, l'esclavisé à l'époque, c'était, tous les jours, voilà, on ne va pas lui connaître dessus, parce que ça devient pénible. D'ailleurs, les maîtres, au bout d'un moment, ils en avaient marre, et ils ont décidé de faire que ce soit des nègres qui frappent des nègres. Et aujourd'hui, on dit, aujourd'hui sur le continent, ce sont des nègres qui vont tuer les nègres, qui veulent se libérer, s'émanciper, et on dit, ah, vous voyez les nègres, ça. Et c'est une construction. Parce que les Blancs ont décidé qu'il fallait déléguer. Ils ne délèguent pas dans beaucoup de choses. Hein. Chez nous, on ne délègue pas trop. On a une tête toute blanche, elle ne délègue pas les délègues. Mais, pour ça, nègre qui va punir nègre qui va casser nègre qui va trahir nègre qui va manger nègre, c'est délégué. C'est délégué. Donc, vous savez quelque chose. Donc, ce que vous retenez dans ça, même quand on parle de nègre contre nègre, j'ai commencé de ça, mais je travaille sur un livre où je vais vraiment déconstruire aussi ce truc-là pour vous montrer de quoi c'est fait en fait. Puisque si les Blancs peuvent travailler les Noirs pour qu'ils nuisent à leur propre peuple, c'est que nous ne sommes pas maîtres de nous. C'est la seule chose que ça doit vous dire. Si on était maîtres de nous, on n'a jamais pris les Blancs pour aller tuer des Blancs. Mais si les Blancs peuvent prendre des Noirs pour aller tuer des Noirs, c'est qu'ils sont en terrain conquis dans le groupe des Noirs et qu'ils en disposent, comme ils l'ont fait pendant l'esclavage, comme ils le veulent. C'est ça que ça veut dire. Donc arrêtez de dire oui, les nègres trahissent. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas la peine qu'on se balance à la figure, qu'on est désaliéné. Tout le monde l'est, blanc, noir, jaune, machin. C'est seulement que tout le monde l'est dans des systèmes où ils se servent, qui sont là pour eux. Mais nous sommes aliénés pour servir dans un système qui n'est pas le nôtre et qui ne veut pas notre épanouissement. C'est la différence. C'est pas la peine qu'on s'insulte. Nous sommes de toute façon éduqués pour servir. Et c'est cela que nous faisons. Et nous le faisons à merveille parce qu'il n'y a pas de contre. Il faudrait que le continent africain, qui est le continent mère, se libère pour dire je veux que mes enfants ne soient pas traités comme des sous-ex-machins et je veux aujourd'hui dire si mes enfants travaillent, c'est pour moi, c'est pour développer le continent, c'est pour empêcher que les enfants de 2 ans, 3 ans n'aillent dans les mines pour enrichir les salopards qui n'en ont rien à foutre. D'accord? C'est ça la question. Donc quand vous dites nègre contre nègre, vous dites une chose, et c'est très important. Vous dites que nous ne sommes pas maîtres de notre groupe, de notre peuple, et que les gens viennent, comme on vient jouer dans nos têtes, les gens viennent jouer dans notre groupe comme ils l'entendent. Parce qu'il n'est pas possible qu'au plus haut niveau de l'État, on décide que un président qui veut améliorer le sort de son peuple
qu'il ait un copain juste derrière son dos à qui on dit va le tuer et qui va le tuer. Qui est le groupe de référence? Donc je vous ai montré tout à l'heure que nous avons un groupe d'appartenance et en gros, le colonisé, il vit d'après son groupe de référence puisque c'est le modèle, c'est celui qui... etc. C'est important que vous compreniez ça. Et on arrête de se taper dessus, parce que c'est du temps perdu et ce sont des chamailleries. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème central, on n'aura pas de solution. Donc c'est pas la peine de dire nez contre nez et puis de vouloir, bien sûr, c'est répréhensible, mais enfin c'est pas ça la solution. La solution c'est de revenir propriétaire de soi. Et les Noirs ne sont pas propriétaires d'eux-mêmes. Donc vous avez vu au moins 3 choses dans ce que je vous dis. Nous sommes socialisés par des gens qui ont un projet, qui nous excluent des bénéfices de ce projet, mais qui nous utilisent toutes nos compétences, notre génie, nos savoirs, notre endurance et capacité de résilience extraordinaire. Ils utilisent ça à leur profit. Et à côté de ça, ils font marcher leur civilisation, leur groupe, leur projet, leur folie de grandeur. Ils sont de ce que de partout tout le temps. Et nous, on est dans, si vous voulez, l'accomplissement pour eux de ce projet de grandeur. Alors je lis en ce moment un autre livre qui s'appelle Le Bourgeois et j'essayais de comprendre d'où venait la mentalité des gens, puisque les classes dirigeantes en France notamment, peut-être un peu plus en Europe, mais en France, l'auteur qui est un Allemand, sociologue allemand, montre que effectivement, en France, c'est plus prononcé que chez les autres groupes parce qu'il y avait une noblesse avant, en 1789, vous savez, quand il y a eu la Révolution, 1789, c'est ça? Voilà, la noblesse a été plus ou moins éradiquée, on a coupé des têtes, et puis elle est partie un peu en pagaille, et la bourgeoisie l'a ramassée, puisqu'elle était devenue pauvre, elle avait fini de sucer le sang des serfs, des blancs comme eux-mêmes, et qui leur servaient dans leur projet de grandeur. La noblesse, c'est ça, la fainéantise à l'état pur, il était statifié. Et donc les bourgeois les ramassent parce qu'eux ils ont l'argent et ils veulent avoir de la prestance, etc. Donc les nobles amènent la prestance, la tenue, et puis le verbe haut, la tête bien haute, etc. Et eux ils amènent le fric. Et comme ça, les alliances aujourd'hui, c'est nobles et bourgeois. Donc ça donne une espèce de composé assez détonnant, mais ça marche. Et ce sont eux qui tiennent donc le haut du pavé. Donc une fois qu'on comprend qu'on est au service, et c'est ça qu'on ne veut pas que vous compreniez, parce que ces sciences-là, on ne vous les enseigne pas. Une fois que vous comprenez vraiment le problème dans lequel vous êtes, quand vous avez compris le problème, vous l'avez résolu au moins à moitié. Donc si vous restez dans cette sorte d'aveuglement intellectuel aussi, sans comprendre comment c'est possible que... J'ai fait le total. Il y a 2600 ans que notre peuple est dominé. La traite arabo-musulmane, la traite transatlantique, la colonisation et aujourd'hui la néocolonisation. 2600 ans. Je vous ai demandé qui nous étions et je veux qu'on réponde à ça. Une culture de la domination, une culture de la soumission. Pendant 2600 ans, vous avez des gens, bon, on peut les identifier, c'était des occidentaux, des blancs, des arabo-musulmans, etc. Dominent, vous imposent par la violence des disciplines que nos parents vont intérioriser et qu'ils vont nous obliger à pratiquer. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre amour de l'obéissance. Ça ne naît que chez les peuples qu'on a tenus en esclavage pendant longtemps. Des peuples à qui on dit il faut faire, il faut obéir, et qui sont coupés, castrés. Combien de demandes on a castrés pour surveiller les blanches, et parce qu'il ne fallait pas qu'ils aient de zizi, donc on les a castrés. On a fait... Voilà, c'est vraiment dans ce charcutage physique et intellectuel dans lequel on est.